Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ma Vraie Nature. Aujourd'hui, on lance un tout nouveau concept qui s'appelle les rendez-vous perma. Alors, ces rendez-vous, ça va parler de quoi? Ça va parler de permaculture, bien sûr, mais on va également interviewer des personnes, aller vous faire découvrir des lieux, des projets, toujours liés aux principes et aux éthiques de la permaculture. Alors, pour lancer ce concept aujourd'hui, nous allons démarrer avec un thème qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la géobiologie, et on va recevoir Philippe Cissé. Donc, à tout de suite pour cette première vidéo des rendez-vous perma. Alors, rebonjour à tous. Donc voilà, on accueille Philippe Cissé, hein, comme je vous l'ai dit dans l'introduction pour cette première vidéo interview. Un bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, très content de te recevoir aujourd'hui, hein, pour cette première vidéo et pour parler surtout d'une thématique, hein, qui nous tient beaucoup à cœur, à Patricia et moi, donc chez Ma Vraie Nature, la géobiologie. Donc voilà, ça va être la thématique pour aujourd'hui. Alors, pour commencer, hein, comme dans beaucoup d'interviews, je vais te laisser te présenter. On va voir, voilà, un petit peu ton parcours et puis commencer à nous parler tout doucement de géobiologie. OK? OK. Je suis Philippe Cissé. J'explore la géobiologie depuis maintenant début 2006. Et donc, moi, au départ, en fait, je suis fils d'agriculteur. Je suis parti de l'agriculture. Je suis allé effectivement euh, travailler dans l'industrie, l'informatique, l'assurance, la banque, l'industrie pharmaceutique, en fait des choses qui étaient très pragmatiques. En cours de route, j'ai découvert que j'avais une sensibilité de sourcier, alors que dans ma famille, il n'y en a pas. J'ai pas de précédent, en tout cas, d'aussi loin qu'on se souvienne, il n'y avait pas j'ai pas d'ancêtres qui ont exploré cette voie-là. Et puis, j'ai commencé à me former, en géobiologie surtout, et puis après en Suisse pendant plusieurs années. Voilà, donc au départ, je faisais ça en plus de mon activité professionnelle, et puis depuis maintenant 6 ans, je fais que ça, donc c'est-à-dire à la fois des interventions et à la fois de la formation. Je fais pratiquement la moitié de mon activité et de la transmission de la formation. D'accord, ok. La géobiologie, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, voilà, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu dans le milieu, tout ça, c'est un terme qui nous parle beaucoup. Et si toi, tu avais à définir la géobiologie, comment tu pourrais la définir? La géobiologie, c'est l'étude d'un lieu et de voir comment ce lieu interagit avec le vivant. Donc c'est dans le nom, hein, géo, la terre, bio, le vivant. Mhm. Logie, logos, c'est en fait la connaissance associée. On s'intéresse à comment un lieu, alors effectivement, c'est des lieux de vie, ça peut être effectivement un jardin, parce qu'on a du végétal qui vit dessus. Ça peut être un bâtiment d'élevage, parce qu'on a des animaux qui vivent dedans. Ça peut être également un lieu de vie, une maison, un appartement, mais également un lieu de travail. Comment ces lieux, comment les énergies de ces lieux vont impacter, soit en positif, soit en négatif, ce qui s'y trouve. Et Mhm. donc, la géobiologie, c'est déjà l'analyse de ça, mais c'est également comment on peut amener des modifications, des corrections, des ajustements de façon à améliorer, en fait, euh, améliorer par exemple une production végétale. Moi, je travaille beaucoup avec des viticulteurs, par exemple. Mhm. Améliorer une production animale, si on prend un exemple, c'est à 50 centimètres près, une ruche va être efficace, dynamique. 50 centimètres plus loin, elle va au contraire avoir beaucoup plus de peine. Donc Mhm. c'est intéressant en fait, cette lecture de l'environnement. En tout cas, c'est une grille de lecture euh, qui est intéressante. Par exemple, pour les agriculteurs qui travaillent déjà avec la nature en bio, en biodynamie, on va enrichir en fait leur grille de lecture. Mhm. Ok. Oui, moi ça me parle beaucoup, hein, surtout là, pour les ruches, voilà, qui est une de mes passions. Et voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure dans des applications. Mais c'est vrai que bah, on peut ressentir qu'il y a des endroits où on ne sait pas pourquoi, mais
ça marche pas ou ils sont nerveuses toujours au même endroit et il y a sûrement un petit peu, un petit peu de tout ça. Tout à l'heure, tu parlais de voilà que tu n'avais pas d'antécédents, enfin dans la famille, etc. de sourciers. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un don, une capacité particulière pour faire de la géobiologie? Alors, pour moi, enfin, c'est vrai que l'inconscient populaire, on dit il faut avoir un don pour être sourcier. Mhm, En fait, je ne pense pas que ce soit de cet ordre-là. À mon avis, on a tous une sensibilité à l'environnement plus ou moins développée, mhm, comme on est sensible au froid, au chaud, à l'humidité, de façon différente de son conjoint, de ses voisins. On a tous cette sensibilité-là. On est tous capables de trouver un cours d'eau souterrain et de le qualifier. Pour mhm, ça, il faut simplement avoir l'ouverture d'esprit, se former et s'entraîner. Et tout le monde y arrive. Moi, j'ai formé à peu près 400 personnes, j'ai pas mhm, une personne qui n'y arrive pas. Après, la variable d'ajustement, c'est souvent en fait le temps d'entraînement. Des fois, on a je dirais des élèves qui vont en une demi-journée être capables de le faire, et puis d'autres qui vont avoir besoin d'un mois ou deux d'entraînement pour débloquer ou affiner leurs sensations, leur sensibilité. Pour moi, c'est une sensibilité. ok. Ok. Après, sensibilité, ouais, comme tu dis, peut-être on en a plus ou moins, ou on va aller plus ou moins vite, du coup, à prendre la chose en main, quoi. Mais, Ouais, mais ouais. avec l'entraînement, tout le monde est capable de le faire en fait en Mhm, réalité. mhm, Quelqu'un de très sensible qui s'entraîne pas sera peut-être moins pertinent que quelqu'un de peu sensible qui s'est beaucoup entraîné et qui devient mhm, très pertinent. mhm. Ouais, point important, ça, je pense, c'est très important. Euh, euh, Quels sont les outils que tu utilises couramment, on va dire, dans tes études en géobiologie? Alors, bon, il y a différents types d'outils. Il y a des outils, on va parler d'outils traditionnels comme la baguette de sourcier, comme les baguettes en métal, Mhm, le pendule. Euh, Il y a également en fait un outil qui s'appelle le biotenseur qu'on peut utiliser. C'est en fait ces outils traditionnels. Alors, dans cette gamme-là, il y en a plein d'autres. Il y a aussi l'antenne de l'échelle, il y a également les lobes antennes qu'on peut utiliser. Moi, mhm, j'utilise principalement la baguette de sourcier et les baguettes métal. ok. Et le pendule aussi. Mhm, Euh, donc ça, c'est les outils traditionnels. Ça va nous permettre d'aller qualifier, attraper l'environnement naturel. Mais lorsqu'on travaille en fait dans un environnement, par exemple, comme une maison d'habitation, il y a également l'environnement technique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire en fait, on a fait rentrer l'électricité dans nos maisons, donc ça génère des champs électriques, des champs magnétiques, et là, il faut des appareils qui nous permettent de faire ce type de mesures. Donc, c'est des analyseurs haute fréquence quand on veut s'intéresser à la quantité d'ondes qu'on reçoit. C'est aussi des contrôleurs de terre pour savoir quelle est la qualité effectivement de notre installation de terre. C'est des mesureurs de champs électriques, de champs magnétiques. Euh, Mesurer comment dire, la conséquence sur le corps du champ électrique, c'est la mesure de tension corporelle induite. On peut aussi mesurer si notre compteur Linky envoie beaucoup en fait d'impulsions CPL ou pas. J'ai des appareils pour ça. mhm, Tester des filtrations. En tout cas, à la fois, il y a un côté très technique lié à l'utilisation de ces appareils-là, puis il y a un côté, on va dire, traditionnel qui nous emmène plutôt vers le côté sourcier. En tout cas, la baguette de sourcier nous permet déjà de découvrir beaucoup de choses. mhm. Ok. Donc dans les énergies, j'ai entendu te parler donc d'énergie électrique, on va dire, Ouais, d'énergie magnétique, si je puis dire, ouais. c'est ça. Euh, dans les jardins ou lieux de vie, de travail, etc. euh, Quelles sont les énergies selon toi qui sont les plus nocives? Je ne sais pas s'il y en a des plus nocives que d'autres, en tout cas, mais généralement dans ce que tu as pu rencontrer, Alors, peut-être. je ne vais pas parler d'énergie nocive, mais plutôt enfin de phénomènes qui vont nous fatiguer. Mhm, Par exemple, si je suis statique sur un cours d'eau souterrain, mhm, je perds à peu près 30% de mon énergie. Alors statique parce que mon bureau est installé sur un cours d'eau et j'y passe la journée, donc je vais effectivement avoir une sensation de fatigue plus importante le soir. mhm, Mais si je dors sur un cours d'eau, je vais aussi avoir une sensation de moins bien me reposer, de me réveiller fatigué. Donc les cours d'eau souterrains,
sont dans la catégorie des phénomènes qui nous prennent de l'énergie. Les failles, les changements de matériaux dans le sous-sol, nous prennent à peu près 50% d'énergie. Là aussi, si on est statique dessus, eh ben, effectivement, on va moins bien travailler ou moins bien se reposer. Il y a également des phénomènes purement énergétiques, comme les cheminées cosmotelluriques, qui sont des phénomènes qui peuvent être assez perturbants. Euh, Là-dessus, on ajoute le champ électrique. S'il y a des valeurs un peu trop fortes et qu'on n'est pas nous-mêmes reliés à la Terre, on va manifester ce qu'on appelle la tension corporelle induite, qui est un amplificateur des inflammations dans le corps. Et donc, il va être effectivement à surveiller de près s'il y a une pathologie dite inflammatoire. Donc, c'est des choses effectivement qu'il faut prendre en compte. Et ça, ce champ électrique, on l'a à la fois au bureau, devant notre équipement effectivement électrique, mais ça peut être également dans notre chambre si on a un lit électrique ou si tout simplement notre lampe de chevet est branchée dans le mauvais sens et Mhm. génère beaucoup de champs électriques. Si on est à l'étage sur un plancher bois, il y a un effet de concentration. En tout cas, tout ça, ça se mesure. Euh, tous ces phénomènes se multiplient entre eux et on peut avoir des zones très congestionnées, on va parler plutôt comme ça, Mhm. euh, et des zones qui sont euh, plutôt sympas. Et souvent, en fait, il y a un point important, en fait, une question que je pose souvent, c'est quel est votre endroit préféré? Et Mhm. dans la pratique, on s'aperçoit que cet endroit préféré, c'est souvent l'endroit qui présente le moins de congestion. Donc, en fait, tout le monde a du ressenti. Et de façon Mhm. intuitive, inconsciente, on sait, on sent, bah, là, on est mieux, Mhm. là, on est moins bien. Ok. Ouais. Tu vois, ça me fait vraiment penser à un endroit du terrain ici. Alors voilà, on verra hein, si ça s'avère vrai ou pas, mais où on aime beaucoup se poser. Et c'est vrai que c'est un lieu, alors je sais pas si ça joue, hein, mais c'est un lieu qui est loin des branchements électriques et loin des poteaux, où il y a juste une pâture à vache, il y a beaucoup de soleil qui passe, beaucoup de vent, enfin, et on s'y sent bien. On vient juste 5, 6 à 7 mètres un peu avant. On se sent moins confortable à l'expliquer, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a vraiment un lieu ici où limite on s'assoit et on se détend tout de suite. Et pas que nous. Voilà, quand on a des stagiaires qui viennent, c'est marrant parce que généralement, quand ils font la pause repas, ils vont plus s'asseoir sur la table qui est là-bas que Ouais, celle qui a juste en face le bâtiment où on est. Donc, à mon avis, ça doit être lié, ça doit être lié à ça. À ce que ouais, tu puis dis. c'est Ok. des observations, c'est des observations pragmatiques. Mhm. Les anciens, en fait, observaient les animaux, ils ne construisaient pas là où les animaux ne se couchent pas. Ils Mhm. construisaient là où les animaux ont tendance à se coucher naturellement. Donc, Ok. c'est aussi une observation, en fait, Ok. qu'on peut avoir chez soi également. Mhm. Ça, par rapport à la permaculture, c'est un point très important. C'est le premier principe qu'on a dans les 12 principes de permaculture, observer et interagir. Donc, prendre le temps d'observer les lieux. Et c'est vrai que je pense que du coup, ça, voilà, ça fait vraiment partie du point. Justement, donc, tu évoquais des problèmes, des phénomènes plutôt, tu disais, qui fatiguent, etc. Est-ce que tu aurais des exemples, hein, ou un ou deux exemples de problèmes dans une habitation que tu as pu résoudre? Un exemple de résolution, on va dire, liée à la géobiologie. Alors, je suis intervenu dans un appartement, pas très grand d'ailleurs, en fait, Mhm, il faisait 30 mètres carrés l'appartement, mhm, 30-35 mètres carrés, et donc la personne qui vivait là, en fait, me disait, mais je dors pas bien dans mon lit. Par contre, je fais des siestes géniales dans mon canapé. Il y avait 3 mètres d'écart entre le lit et le canapé. mhm, Sauf que sur le lit s'exprimait une cheminée cosmotellurique et pas sur le canapé. mhm, À part lorsque j'ai fait le diagnostic, on a mis ça en évidence. Après, la correction, c'était de déplacer cette cheminée. C'est le seul phénomène qu'on peut déplacer. Du jour au lendemain, en fait, la qualité de sommeil, en tout cas, est revenue dans la chambre. Un autre exemple, moi je suis intervenu par exemple dans un élevage de chèvres où l'éleveur, euh, lorsque les agneaux avaient 2 3 jours, les séparait de la mère, les rassemblait dans une partie du bâtiment où là, ce qu'il observait, c'est qu'il avait 50% de mortalité. À l'analyse, ce qui ressortait de cet endroit-là, c'était qu'il y avait plusieurs failles qui passaient sur cette partie du bâtiment. Euh, En corrigeant les failles, on ne peut pas déplacer une faille, mais on peut travailler sur l'énergie qui se dégage de la faille. L'éleveur est passé de 50% de mortalité à 2% de mortalité.
Donc là, effectivement, c'est des exemples pragmatiques de on identifie un suspect, on fait une action pour vérifier finalement, et si on a touché juste, il y a un changement qui va Mhm. se manifester. Ok. Euh, c'est également, en fait, moi j'ai fait l'expérience avec un apiculteur d'aller sur ses ruchers et de faire juste une mesure bioénergétique. Et moi je lui disais, cette ruche-là va bien, cette ruche-là va pas bien, cette ruche-là. Et il me disait, ouais, c'est exactement ça. Ça produit là, ça Mhm. produit pas là. Et donc après, en décryptant, principalement les réseaux telluriques, on a fait un positionnement des ruches. Donc certaines étaient bien placées, on ne les a pas bougées, d'autres on les a bougées et on a pu observer en fait une homogénéité, en tout cas au niveau de l'ensemble des ruches positionnées à cet endroit-là. Mhm. C'est Et puis il m'a emmené dans un bois justement où il y avait des ruches Mhm. avec une ligne électrique qui passe au-dessus du bois. Et là, il me disait, je pense qu'elles sont pas bien. Et en fait, lorsqu'on a fait la mesure de champ électrique, il n'y avait pas de champ électrique dans le bois, parce D'accord. que les arbres captent le champ électrique et l'emmènent à la terre. Mhm. Donc les ruches sous les arbres étaient bien. Par contre, il y avait un champ à côté où là, la ligne électrique s'exprimait. Les abeilles partaient jamais de ce côté-là. Elles allaient de l'autre côté. Mhm. Donc, elles sont sensibles au champ électrique. Mais là où on pouvait penser qu'elles étaient explosées pleine balle parce qu'elles étaient sous la ligne, Mhm. en fait, la mesure nous a montré que non. Donc, faut pas partir bille en tête avec des préjugés en se disant j'ai une grosse ligne qui passe à cet endroit-là et que c'est mauvais. Il y a des Faut arbres tester. au-dessus. S'il y Mhm. a des arbres qui font écran entre la ligne et l'endroit où on est, la plupart du temps, il n'y a plus de champ électrique. Mhm. Ok. Ça fait plusieurs fois que tu emploies le terme cheminée cosmotellurique. Ouais. Est-ce que tu en as une définition simple ou juste une explication? Parce que moi-même, je n'aurais pas l'expliquer. Mais voilà. Alors, c'est un phénomène naturel. Mhm. C'est un phénomène qui sert à mélanger l'énergie qu'on reçoit d'en bas, l'énergie du sol, c'est pour ça qu'on parle Mhm. d'énergie tellurique, et puis l'énergie qu'on reçoit d'en haut. Donc, c'est principalement de l'énergie solaire, c'est le reflet du Soleil sur la Lune, les planètes du système solaire, les étoiles de proximité, enfin bon, tout ça amalgamé. On parle d'énergie du ciel ou d'énergie cosmique. Et Mhm. euh, c'est un phénomène qui a une forme de tube. Donc ça peut avoir un diamètre entre 2 mètres et 35 mètres de diamètre. Et à l'intérieur de ce tube, qui monte à peu près à 140 mètres au-dessus du sol et 100 mètres sous terre, on a un phénomène de respiration, c'est-à-dire que l'énergie va monter. Ça, c'est l'énergie tellurique qui monte. Ça s'arrête. Et puis après, ça descend. Là, c'est l'énergie cosmique qui descend. Et on a ce phénomène de respiration permanent. C'est une espèce de lessiveuse énergétique. Ça sert en fait de soupape d'équilibrage. Ça s'appelle aussi les chakras de la Terre ou les points d'acupuncture de la Terre. Mhm. Lorsqu'on dort dans un phénomène comme celui-là, on est brassé en permanence. Donc, effectivement, le sommeil est pas. euh, on ne dort pas d'une seule traite, on va se réveiller fréquemment. Dans certains cas, elles peuvent être négatives, donc ça va générer, effectivement, ça peut générer des cauchemars, des choses comme ça. En tout cas, une perte d'énergie. Les animaux sont assez sensibles à ça. Donc, c'est un phénomène sur lequel on est très attentif. En tout cas, dans la détection, on regarde cette partie-là. Par chance, c'est le seul phénomène qu'on peut déplacer. Mhm. Donc, moi, j'ai vu que ça pouvait interagir assez fortement, par exemple, sur les parcelles de vignes, puisque c'est souvent ça qui est à l'origine ce qu'ils appellent les rondes dégénérescences. C'est-à-dire, grosso modo, la vigne vieillit plus vite, se dégrade plus vite ou exprime des maladies plus vite que le reste. Euh, Ça interagit également avec des phénomènes de fermentation. Lorsqu'on a une cheminée cosmotellurique négative sur une cuve, la fermentation, elle est beaucoup plus lente, elle peut se bloquer. En tout cas, la cuve va réagir et se comporter de façon différente des autres cuves. Dans ces cas-là, ce n'est pas la cuve qui pose problème, c'est juste l'endroit où elle a été posée. Mhm. Ok. C'est impressionnant, impressionnant de, on va dire, tous les impacts que ça peut avoir sur la santé, les animaux, la nature, les macérations, etc., etc. Euh, euh, oui, tu as parlé donc pas mal déjà un petit peu de monde agricole, tout ça. Nous, il y a sûrement beaucoup de jardiniers, de permaculteurs, d'agroécologie, hein, etc., qui vont regarder la vidéo. Euh, euh, Est-ce que, selon toi, tu y as déjà un peu répondu, mais la géobiologie, en quoi elle peut aider le jardinier
ou le maraîcher dans son terrain? Est-ce que pour toi, c'est un outil précieux pour le futur jardinier ou permaculteur? Oui, c'est un outil qui me semble intéressant parce que déjà, c'est une grille de lecture qui va nous permettre de repérer les endroits qui donnent de l'énergie, les endroits qui prennent de l'énergie. Donc, dans les choix d'implantation, en fait, on ne va pas planter un arbre sur un endroit qui prend de l'énergie, on va plutôt le planter sur un endroit qui donne de l'énergie. C'est comme tout à l'heure, on parlait de positionnement de ruches, c'est exactement ça. On met les ruches là où ça donne de l'énergie. Mhm, Et on va avoir et observer en fait, des comportements qui vont être différents. Déjà, juste cette grille de lecture va nous permettre de savoir où est-ce que je mets correctement les choses. mhm, Ensuite, au-delà de ça, on a à notre disposition en fait des corrections. On est capable d'amener des corrections, ce qui va nous permettre d'intervenir sur un jardin qui est déjà installé, constitué, euh, et de pouvoir aller sur les points de congestion et les transformer de façon à ce qu'on ait une production homogène. Euh, mhm, en tout cas, d'un point de vue végétal, moi, je peux observer, ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec des viticulteurs, que ça a un impact, ça a un gros mhm, impact. Et que une parcelle qui pose problème, on peut la rectifier et l'amener sur des niveaux de production qui deviennent intéressantes. mhm, Euh, mais c'est également sur des plantations, de booster les plantations. Moi, le premier espace d'expérimentation que j'avais fait, c'était chez moi. Et donc, mhm, pour l'anecdote, mon voisin m'avait donné, en fait, il avait récupéré des merisiers mhm. à planter. Et donc, il en avait quatre, il a gardé les deux plus beaux, il m'a donné les deux plus moches. Donc, en fait, c'était des bâtons, quoi, quasiment. Bon, on les a plantés. 5 ans plus tard, les miens étaient 2 fois plus gros que les siens. Mhm. Euh, et moi, j'avais traité tout mon jardin et j'ai eu la réflexion du jardinier qui faisait l'entretien, qui me dit, mais tout pousse chez vous. C'est bizarre parce qu'il entretenait aussi des jardins dans la rue, donc il voyait, Mhm. il y a un truc bizarre chez vous. Après, je lui ai Mhm. expliqué ce que j'avais fait, mais en tout cas, on peut booster Mhm. au-delà du simple diagnostic et qui peut être une aide au positionnement en fait, des différentes choses. On peut aussi amener tout un tas de correctifs. En tout cas, on peut booster en fait, le végétal. En tout cas, le mettre dans un environnement Mhm. où il va pouvoir exprimer son plein potentiel. C'est plutôt comme ça qu'on va raisonner. Mhm. Ouais, point important ça pour les jardiniers, pour les plantations des arbres aussi. Je suppose que c'est la même chose c'est un point qui revient souvent hein, dans les conceptions en permaculture, l'emplacement d'un puits ou d'une mare, des choses comme ça. Je pense que ça Oui, aussi. alors le puits, on va chercher un emplacement où il y a de l'eau. Oui, En c'est fait, ça. la Mhm. recherche, Mhm. la recherche pour faire un forage, en fait, une recherche un peu plus fine que simplement trouver un cours d'eau. Il faut trouver de l'eau en quantité suffisante toute l'année. Et donc, Mhm. dire que ça réduit les possibilités effectivement de recherche. Il y a des endroits où on ne peut pas faire de forage Mhm. euh, parce qu'on n'a pas de l'eau toute l'année. Mhm. Puis, c'est un coût, hein, un forage. Mhm. C'est, euh, faire venir le foreur, installer en fait ensuite les pompes, les groupes de surpression. Enfin, bon, on n'engage pas un budget si on n'est pas sûr effectivement d'avoir de l'eau toute l'année, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un gros budget des maraîchers, ça, où ils font qui font les forages. Voilà, ça monte assez fort. Et je dirais, c'est un peu dans l'actualité du moment, hein, l'eau Oui, qui baisse beaucoup. Il faut pas faire n'importe quoi justement avec les points d'eau, les forages, etc. Donc voilà, ces zones et puis, sensibles. moi j'ai eu l'occasion en fait de croiser des chamans Kogi qui viennent de Colombie. Et en fait, leur conception, eux, c'est de dire tout ce qui est sous la terre, on laisse sous la terre. On va pas le Mhm, chercher, mhm, y compris l'eau souterraine. Et donc, ça peut être des approches aussi de réfléchir comment produire avec 2 fois moins d'eau. Et comment on mhm, adapte les espèces, comment on choisit les espèces qu'on cultive, comment on fait des sélections de graines euh, et pour habituer les plantes à avoir besoin de moins d'eau. En tout cas, il y a, au-delà du forage, on peut aussi se poser la question comment on adapte, comment on ajuste en fait notre production. mhm. Tu as souvent parlé de viticulteurs, de vignes, etc. Est-ce que c'est lié on va dire, au concept de biodynamie?
qu'on entend beaucoup pour les vignes, ou c'est juste on va dire un domaine qui est fort demandé, la géobiologie, par rapport à ce métier? Alors, moi, j'expérimente déjà depuis 11 ans hein, Mhm, sur la vigne. mhm, Je me rends compte que c'est pas nécessairement ça s'adresse à tout type de viticulture. Alors, c'est vrai mhm, qu'effectivement, dans les conventionnels, c'est plutôt les gens qui travaillent en raisonné qui sont mhm, intéressés d'avoir une grille de lecture élargie. Il y a des gens qui travaillent en bio, il y a des gens qui travaillent en bio, en biodynamie. mhm, Biodynamie, en fait, c'est comment dynamiser en fait le sol, ramener la vie dans le sol, ramener de la vie, dynamiser la plante. Euh, Déjà, la biodynamie est une pratique énergétique. Donc, c'est mhm, intéressant aussi de coupler avec une grille de lecture géobiologique qui va expliquer pourquoi, en appliquant de façon homogène, je dirais, les produits de biodynamie, ça ne répond pas de façon homogène. mhm, Donc, ça vient compléter en fait tout ça. mhm. Ok. Une question qui me vient, parce que là, je fais un parallèle avec Bill Mollison, etc., qui a inventé la permaculture en allant voir des peuplades aborigènes, etc., pour un peu voir les savoirs ancestraux. Tu t'es pas cantonné qu'à la France et la Suisse dans ton parcours. Voilà, j'ai vu que tu avais été un petit peu partout. Est-ce que ça t'a comment ouvert aussi une autre vision ou d'autres pratiques de voir d'autres types même de cultures, hein, de société et de culture vivrière en même temps dans ton métier de géobiologue? Alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, Mhm, moi, les expériences agricoles que j'ai pu avoir, c'est principalement en France, quoi. mhm, Hum, Bon, si, j'ai fait un vignoble en Belgique. Mais mhm, en dehors de ça, bon, quand je suis allé au Québec, j'ai pas vraiment travaillé avec des exploitants agricoles. J'ai pas non plus, même dans les Caraïbes, j'ai pas non plus travaillé sur ces aspects-là. Donc, non, j'ai pas. Ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu? Non. Bon, c'est voilà, c'est par curiosité, un petit peu. Ok. Bah voilà, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tableau de la géobiologie. On va avoir la chance d'accueillir une formation que tu vas animer donc à Jumancourt sur notre terrain. Une grande première dans l'Aisne, je pense, cette formation, même peut-être même dans le nord de la France. C'est un peu notre mission de ramener hein, dans les contrées du Nord un peu les formations. Donc cette formation, hein, que je mettrai les liens dans la description, euh, qui peut s'inscrire à cette formation? Alors, en fait, c'est ouvert à tout le monde puisqu'il n'y a pas de Mhm, prérequis. L'idée, c'est, euh, bon, si vous connaissez déjà un petit peu la géobiologie, c'est tant mieux, mais si vous connaissez rien, c'est tant mieux aussi. Donc, grosso modo, il n'y a pas de prérequis, vous n'avez pas passé un examen de votre sensibilité, on va y aller tranquillement. Vous allez voir, en fait, que grosso modo, vous allez découvrir que ben, vous en avez une sensibilité et qu'avec les outils adéquats et la formation adéquate, on commence à explorer effectivement ce qui est invisible. mhm, Euh, le, on va le faire en 3 fois. Il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3. En fait, le niveau 1, c'est vraiment explorer l'invisible, si on met un thème. mhm, Le niveau 2, on va apprendre à faire des corrections. Donc mhm, là, on va explorer la magie, dans le sens mhm, l'âme qui agit. mhm, Euh, et le niveau 3, en fait, on va s'intéresser aux esprits de la nature et comment on va échanger avec eux et comment on va être beaucoup plus pertinent, plus juste, plus pertinent, plus équilibré dans nos corrections si on travaille avec eux. Et là, on va, d'une certaine manière, le niveau 3, c'est explorer la féerie d'une certaine manière. Mais tout ça, ça a un sens. C'est mhm. comment je fais, comment je vais explorer ça et comment je fais du mieux possible. En tout cas, dans les aspects d'intervention, de correction. Ok. Donc voilà, hein, voilà, en 3 niveaux, hein, comme tu l'as dit, on va parler ben, de tout ce que tu as dit un peu dans la présentation, hein, le côté habitat, le côté environnement, le côté voilà, connexion à la nature, etc. Dans la formation, du coup, je pense qu'il y a aussi de la pratique. Je pense qu'il n'y a pas que de la théorie, hein. Il y a, je dirais, grosso modo, entre 50 et 60% du temps, c'est des exercices. Mhm. Ok. Alors, il faut de la théorie, il faut quand même comprendre ce qu'on est en train de faire. Bien Et donc, sûr. sur le niveau 1, il y a plus de théorie que sur les autres niveaux, Mhm, mais en moyenne, on est plus de la moitié du temps en exercice. mhm, Et c'est
une discipline qui se transmet par l'exercice, en tout cas. C'est vous mettre en situation, c'est corriger votre position, c'est vous amener à réfléchir autrement. Oui, enfin, il y a tout un positionnement qu'on explorera ensemble, quoi. Ok. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est par la pratique et l'accompagnement, on va dire, lors de ces pratiques que tu vas, Mm. voilà, tu vas guider les gens et voir s'il y a les bons gestes, etc. Il y a plusieurs niveaux. Bon, l'idéal, c'est de faire les trois niveaux, je suppose. Alors, oui, parce qu'en fait, je dirais, Mhm, c'est vraiment, il y a vraiment une progression alors, on peut faire que le niveau 1, c'est sûr, mais il y mhm, a une vraie frustration à la fin du niveau 1 en se disant, ça y est, je sais ce qu'il y a, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. mhm, Et, euh, et c'est au niveau 2 qu'on va apprendre à amener des corrections, qu'on va apprendre effectivement à amener du mieux, à la fois dans le jardin, mais à la fois chez nous, mhm, ou sur notre lieu de travail. Et donc, il y a une vraie complémentarité, à mon avis. Je dirais grosso modo, de s'arrêter au niveau 1, vous aurez le sentiment d'être au milieu du guet. C'est-à-dire que, OK, mhm. maintenant je sais, mais j'en fais quoi? Et là, Ok, on commence. Et c'est ça l'intérêt du niveau 2 et l'intérêt du niveau 3, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je le fais bien. ok. Donc, ceux qui sont sur deux et qui y vont, ils peuvent s'engager sur les trois. Ceux qui se demandent et qui veulent découvrir, venez au numéro un et vous aurez sûrement envie de faire les deux qui suivent après. Il y a des chances. Il y a des chances. Ok. La formation, est-ce que toi, tu mets une limite de nombre de personnes pour une bonne Alors, pratique? moi, si je veux pouvoir observer comment vous travaillez, hein, c'est pas tant la théorie qui pose problème en fait sur la taille du groupe, c'est Mhm, la pratique. mhm, Si je veux pouvoir porter attention à tous les stagiaires et les corriger, il faut pas plus de 15 personnes en fait. mhm. Donc, grosso modo, voilà. Au-delà, c'est compliqué. Donc, Ouais. je préfère restreindre le groupe et puis, mais au moins être sûr, effectivement, que on va avoir une transmission qui soit de qualité, quoi. Non, c'est très bien. Ça rentre dans nos éthiques aussi. Quand on fait des formations jardin, on peut pas non plus avoir 30 personnes qui courent dans le jardin à gérer. Et pour les ruches, encore moins. Si j'ai entre 5 à 8 personnes, moi, autour de mes ruches, c'est bien parce que au-delà, comment vérifier les bons gestes, les risques, etc., c'est compliqué. Donc, non, voilà, ça reste bien dans nos éthiques aussi. Euh, donc du coup, hein, comme je disais, les liens seront en description. Les personnes qui ont des questions, il y aura le lien sur ton site, mais donc c'est directement à toi voilà, qui s'adresse, Alors, hein. l'idée, moi, c'est de centraliser en fait Mhm, les inscriptions et puis de confirmer effectivement l'inscription. Euh, Si on est deux à le faire, se risque d'avoir un groupe trop élevé. Moi, je préfère effectivement à un moment donné dire il y a plus de place euh, et être bien sûr qu'on respecte la jauge qu'on s'est fixée en fait. ouais. Et puis les questions, voilà, c'est toi l'expert, tu seras plus à même de répondre aux questions si Oui, tout questions, à fait. Non, mais voilà, j'ai l'habitude, j'ai pas mal de demandes de personnes qui veulent discuter avec moi en préalable de leur inscription, qui ont des questions et c'est légitime de pouvoir effectivement répondre à leurs questionnements. c'est ça. De notre côté, on réinterviendra si des gens ont des questions sur comment on trouve ici à Jumencourt ce grand village de 150 habitants. Bien sûr, en pleine Normalement, campagne. avec un GPS, ça doit le faire maintenant. Ah, et le GPS, il est coquin. Il n'arrive pas forcément à la porte de la maison, mais dans un chemin de terre. Donc, Ah oui, donc il faudra des explications pour décrypter le chemin de terre. c'est ça. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. On verra à ce moment-là. Bien, et ben voilà, moi j'ai fait un peu le tour des questions que je voulais pour cette première vidéo. Est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter ou un mot de la fin, comme on dit un petit peu? Oui, alors effectivement, souvent j'ai la question de savoir s'il y a un diplôme à la fin ou pas. Oui. Alors, la géobiologie, il n'y a pas de diplôme, mais moi, je fais effectivement systématiquement une attestation de formation. C'est-à-dire que Mhm, vous repartez avec un document qui précise que vous avez eu ce cursus. mhm. Euh, il y avait également une question pour les gens qui veulent venir en couple. Est-ce qu'il y a des conditions pour les couples?
Mhm. Donc là, effectivement, oui, je les préciserai. Donc, de façon, s'il y a cette question-là, vous m'appelez, donc je vous le dirai. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que le reste, on a répondu. Euh, donc, oui, on a parlé des niveaux. Il n'y a pas de niveau. Donc, si vous n'y connaissez rien ou si vous pensez que vous n'avez aucune sensibilité, c'est tant mieux. C'est les personnes que je préfère. Le challenge à convaincre, un petit Non, non, peu, non, c'est à qu'en fait, accompagner. souvent, je me rends compte que les gens qui pensent n'avoir aucune sensibilité, en fait, ils en ont. Ils sont, D'accord. ils ont jamais, en fait, été Mhm. en situation d'aller contacter ça. Mhm. Euh, Parce que, effectivement, c'est vrai que notre système éducatif, il est conçu pour nous emmener sur la réflexion et pas trop sur le ressenti. Et, Mhm. alors qu'en fait, tout le monde en a du ressenti. Mhm. C'est intéressant d'explorer. En fait, et à la fois, c'est une forme de développement personnel d'aller à la rencontre de nos ressentis, de nos sensations. Au final, souvent, moi, à la fin de la formation, j'ai les stagiaires qui me disent, mais en fait, c'est du développement personnel ce qu'on a fait. Oui. Et le prétexte, c'est la géobiologie, Mhm. si on peut parler comme ça. Donc, voilà. Après, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter effectivement à m'appeler. Alors, je ne suis pas toujours disponible à vous rappeler dans les 5 minutes, mais en principe, je réponds dans les 24-48 heures maximum. Ok. Euh, En tout cas, voilà, là-dessus, il y a euh, faut pas hésiter à venir vers moi là, sur ces points de détail. Après, au niveau, donc le lieu de stage, c'est donc à Jumancourt. Après, pour les Mhm. hébergements, je suppose qu'effectivement, euh, Damien, tu donneras effectivement des indications ou des lieux sur lesquels Oui. On, euh, on a ce qu'il faut autour. On est juste à côté de la ville de Coucy, le château et Soissons. Il y a un ok. petit écho. C'est très touristique. Donc, j'ai un écho, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est passé. Donc, ouais, il y a de quoi, il y a de quoi, en fonction des inscriptions que tu centraliseras. Après, voilà, il pourra y avoir un relais sur le côté logistique et j'enverrai les liens, le petit livret d'accueil avec le plan d'accès, justement, que j'ai prévu un Ok. petit peu d'avance. Ça, il y aura pas de souci. Bien, et ben voilà, on en a fini là pour cette première vidéo. Voilà, moi ça m'a vraiment plu d'aborder cette thématique et puis hâte voilà d'être au moment de cette formation hein, pour découvrir ça en même temps et sur le terrain. Donc voilà, bah, je te remercie beaucoup Philippe Bah, écoute, je t'en prie, avec pour tous plaisir. ces renseignements et puis ben, au plaisir de se voir pour la formation. On n'a pas dit quand qu'on a prévu pour début septembre, si je me trompe pas, j'ai même pas la date devant moi. Je ne l'ai pas pris Euh, non plus. mais oui, c'est pour début Alors, septembre, à partir du 7 septembre de mémoire. Ça y est, ma mémoire me euh, revient, mais je je vais crois que chercher c'est les bien dates ça. exactes. Comme ça, on pourra les donner direct. J'arrive le temps d'ouvrir le bon document. Bon, voilà, on y arrive. Alors, en fait, le stage niveau 1, c'est 4 jours, c'est du 7 au 10 septembre. Le niveau 2, il y a 3 jours, c'est du 27 au 29 octobre. Et puis, on termine avec le niveau 3, il n'y a que 2 jours, et c'est 2 et 3 décembre. À chaque fois, on inclut le week-end, en fait, de façon à ce que vous n'ayez pas effectivement trop de jours de congé à poser. Mhm. L'idée, voilà, c'est centré sur le week-end. Ok, très bien. Eh ben, merci encore Philippe voilà, pour tous ces infos sur la géobiologie. Et ben, j'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo et que vous avez envie de découvrir la thématique. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, dans la description de la vidéo, je mettrai tous les liens, un vers le site pour avoir les infos et également pour contacter directement Philippe si besoin. Ok, Ok? Bien. ça Eh marche. ben, merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.